Le juge rejette la demande d'un jeune garçon noir, puis réalise qu'il connaît la loi mieux que lui. Le marteau frappa une fois. La salle d'audience se figea. Malik Pearson, 12 ans, se tenait immobile à la table de la défense, les épaules carrées sous un costume gris 2 tailles trop grand. Les manches lui engloutissaient les poignets, et sa cravate pendait autour de son cou comme si elle n'était pas à sa place. Des murmures flottèrent dans l'air comme de la fumée, bas, curieux, moqueurs. Des rangées de visages adultes, vêtus de cravates soignées et de cols serrés, se tordaient en de légers sourires narquois ou en froncements de sourcils perplexes. Personne dans cette salle n'était préparé à voir un enfant seul, pas à la place réservée à un avocat de la défense. Malik s'éclaircit la gorge. Ses doigts, tachés d'encre bleue par la pile de notes manuscrites des 5 dernières nuits, se crispèrent sur le dossier posé sur la table. Tous les regards étaient braqués sur lui. Aucun regard bienveillant. Mais il ne broncha pas. Il avait plus en jeu que sa fierté. Son frère aîné, Jamari, était assis derrière lui, vêtu d'une combinaison beige, les poignets menottés, le regard lourd mais brûlant de confiance. De l'autre côté de la salle d'audience, le juge Edgar Albron ajusta ses lunettes. Silhouette imposante en robe noire. Albron était tristement célèbre dans le comté de Braillard. Un esprit vif, un jugement plus perspicace encore. Il parcourut la requête déposée par Malik. Le papier tremblait légèrement dans ses mains. Non pas de faiblesse, mais de surprise. « Vous plaisantez », dit le juge d'un ton neutre, sans lever les yeux. « Je ne plaisante pas, votre honneur », répondit Malik, aussi calmement que possible. « Mon frère est innocent, et je peux le prouver. » Un éclat de rire retentit. Il provenait principalement du banc des procureurs, où le procureur adjoint Félix Dunn se renversa dans son siège et rit doucement, griffonnant quelque chose sur son bloc-notes jaune. Même la sténographe judiciaire s'autorisa un petit soupir amusé. Mais le visage de Malik resta inchangé. Sa voix ne s'était pas brisée. Sa colonne vertébrale restait droite. Ce n'était pas l'orgueil qui le maintenait debout, c'était une volonté. Albron leva enfin les yeux. « Vous avez 12 ans. »« Oui, monsieur. »« Vous pensez pouvoir être avocat dans un procès pénal pour crime ?»« J'ai déposé une demande en vertu des dispositions d'urgence de la règle 3701, dit Malik. Et le 6e amendement permet aux accusés de participer à leur propre défense ou de désigner quelqu'un pour les assister lorsqu'aucun représentant qualifié n'est disponible. « Où avez-vous trouvé ce numéro ?» demanda Albron. « Je l'ai lu. » Albron se pencha en avant, inspectant le garçon comme on inspecte une pièce de puzzle qui ne semble pas s'emboîter. « Mon fils, tu ne peux pas croire sérieusement que ça va marcher. Il y a des règles, des procédures. L'avocat commis d'office s'est retiré hier soir, votre honneur. Personne d'autre ne s'est présenté. Mon frère n'a pas d'avocat. Cela signifie que le temps presse pour son droit à un procès équitable. » Pour la première fois, le silence régnait dans la salle d'audience. Albron se tourna vers l'huissier. « Pourquoi n'ai-je pas été informé du retrait ?» L'huissier, un homme aux cheveux gris nommé Nolan, s'avança. « L'avocat commis d'office Maurice a envoyé la notification ce matin. Il a déclaré avoir un conflit d'intérêts. Aucun remplaçant n'a encore été désigné. »« Pratique, » marmonna Albron en tapotant la coudoir. Malik prit une inspiration et ouvrit son dossier. « J'ai relevé des incohérences dans le rapport de police. J'ai trouvé des témoins, collecté des images vidéo et comparé les horodatages avec les caméras de surveillance de la ville. Si vous me laissez parler, je peux vous expliquer tout cela. »« Absolument pas, » intervint Dunn de l'autre côté de la pièce. « C'est une farce. Un mineur ne peut pas être avocat. Nous ne pouvons pas accepter cela. Vous avez accepté de fausses accusations, » dit Malik en se tournant vers lui. « Laissez-moi au moins vous expliquer pourquoi elles sont fausses. » Des exclamations de surprise parcoururent la salle. Le juge Albron leva la main, faisant taire le bruit. Il resta silencieux un instant, le pouce tapotant son menton. « Monsieur Pearson, asseyez-vous, » dit-il. Malik ne bougea pas. « Vous ne pouvez pas rejeter ma requête sans tenir compte du 6e amendement et de l'affaire Gault, »
C'était réglé. Le juge cligna des yeux. La voix de Malik était désormais parfaitement droite. Il ne se contentait pas de lancer des termes. Il savait ce qu'ils signifiaient. Albron se renversa en arrière, croisant les bras. « Où avez-vous entendu parler de Galt ?» « Après l'arrestation de Jamari, je suis allé à la bibliothèque de droit, » dit simplement Malik. « Je suis resté après les cours. J'ai demandé des livres, ceux sur le droit des mineurs, la procédure régulière, et puis j'ai lu. » Félix Dunn se leva. « C'est un coup monté, juge. Cela crée un terrible précédent. Je ne suis pas ici parce que je le veux. Je suis ici parce que personne d'autre n'est ici. » Le juge Albron le fixa du regard. Le silence lui sembla durer des heures. Dehors, par les hautes fenêtres, le ciel s'était assombri d'un gris acier profond. La pluie menaçait, les nuages étaient lourds et denses. À l'intérieur, la tension était tout aussi intense. « L'audience va suspendre ses audiences 30 minutes, » dit finalement Albron en se levant de sa chaise. « J'examinerai la requête plus en détail en chambre. » Coup de marteau. Bang. La salle d'audience se dispersa, mais personne ne sortit vraiment. Les journalistes s'attardèrent. La sécurité faisait les 100 pas. Dunn marmonna dans son téléphone. Mais Malik resta immobile, serrant son dossier, la mâchoire serrée. Ses paumes étaient moites, mais il ne les essuya pas. Derrière lui, Jamari se leva tandis que le garde le détachait du banc. Il se pencha et dit « Tu n'es pas obligé de faire tout ça pour moi, mec. » Malik lui jeta un coup d'œil. « Si je ne le fais pas, qui le fera ?» Jamari ne répondit pas, mais son regard fier, surpris, effrayé, en dit long. Le cabinet du juge Albron était tapissé de livres poussiéreux et de vieux dossiers. Alors que l'orage commençait à crépiter doucement contre les fenêtres, il resta assis, la requête de Malik étalée devant lui. Il la relut ligne par ligne, cette fois avec un regard neuf. La grammaire n'était pas parfaite, certains mots étaient mal orthographiés, mais les arguments étaient réels, structurés, cités. Ce n'était pas un jeu, c'était une plaidoirie. 30 minutes plus tard, le juge reprit son siège. La salle d'audience se réunit à nouveau, l'énergie bourdonnant maintenant de confusion et de curiosité. Albron reprit la requête et soupira. « Monsieur Pearson, commença-t-il, le tribunal ne peut pas vous reconnaître officiellement comme avocat. Vous êtes mineur, et la loi n'autorise pas les personnes sans permis à exercer cette fonction lors d'un procès pour crime. » La poitrine de Malik se serra. « Cependant, poursuivit le juge, ce tribunal peut reconnaître votre droit de présenter des preuves pertinentes au nom de votre frère, compte tenu de l'absence de représentation légale et du caractère urgent de cette audience. Par conséquent, vous pouvez présenter vos conclusions temporairement. » Le sursaut fut immédiat. Félix Dunn se leva brusquement. « Objection, votre honneur. C'est irrégulier. »« J'en suis conscient, » dit Albron sèchement. « Asseyez-vous. » Malik ne célébra pas. Il ne sourit pas. Il se contenta d'acquiescer, de prendre son ordinateur portable et de le connecter à l'écran à l'avant de la salle d'audience. La vidéo diffusée était granuleuse, prise de l'autre côté de la rue par la caméra de sécurité d'une épicerie. On y voyait Jamari debout près de la portière conducteur de sa voiture, en train de parler à l'agent Buckley. Le son était coupé, mais le langage corporel était clair. Buckley poussa Jamari sans provocation. Jamari trébucha, les mains levées. Un instant plus tard, Buckley le plaqua au sol, lui donnant un coup de poing, puis 2. Malik mit la vidéo sur pause. « C'est exactement le contraire du rapport d'arrestation, » dit-il d'une voix ferme. « Le rapport dit que mon frère a frappé le premier, mais la vidéo dit le contraire. » Il cliqua sur un horodatage. « Cette caméra montre le moment. Maintenant, comparez-la à la caméra embarquée de la voiture de patrouille. Le corps de l'agent bloquait la vue. Mais sous cet angle, la vérité est évidente. » Personne ne parla, pas même Dunn. Le juge Albron resta assis, immobile. Malik ferma son ordinateur portable et se retourna vers le banc.
Ses doigts tremblaient, mais il les stabilisa sur le bord de la table. « Je ne veux pas embarrasser le tribunal, dit-il, plus bas maintenant. Je veux juste que mon frère rentre chez lui. » Le juge le regarda un long moment. « Qui vous a appris ça ?» demanda-t-il à nouveau, presque dans un murmure. « Personne, » répondit Malik. « J'ai lu. » Le silence se fit. Et à cet instant, Albron comprit que l'audience ne serait pas normale. Le juge Albron se tenait dans son cabinet, la porte claquant derrière lui, tandis que des murmures lointains résonnaient dans les couloirs du tribunal. Il retira ses lunettes, les posa délicatement sur son bureau et fixa la requête déposée par Malik Pearson, toujours ouverte à côté d'une tasse de café fumant. Les paroles du garçon résonnèrent dans son esprit. « Vous ne pouvez pas rejeter ma requête sans tenir compte du 6e amendement et de l'affaire Galt. » Cette phrase, prononcée avec une assurance si calme par un enfant de 12 ans, s'était gravée dans la mémoire du juge comme une écharde. Il avait vu des milliers de cas en 22 ans de carrière, des menteurs, des manipulateurs, des idéalistes et même de brillants avocats de la défense, mais jamais un enfant capable de citer le droit constitutionnel de mémoire. Pas comme ça. Les documents soumis par. Pourtant, la loi était la loi. Albron connaissait les règles de la représentation. Les mineurs ne pouvaient pas être avocats, mais Malik n'avait pas exigé ce titre. Il avait seulement insisté sur le droit de parler, au nom de son frère, de sa propre famille. Cela créait une zone d'ombre juridique. Dans de rares cas d'urgence, le tribunal avait une certaine marge de manœuvre. Albron se massa les tempes. Le fait qu'un enfant ait réussi à forcer la loi à s'étendre juste pour s'adapter à la vérité était troublant. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. Dehors, la salle d'audience ne bourdonnait plus. Elle vibrait. Des journalistes venus par curiosité étaient maintenant alignés le long des murs. Les agents de sécurité se tenaient plus raides que d'habitude. Chaque personne assise sentait que quelque chose d'important se tramait, même si elle ne pouvait le nommer. À l'intérieur, Malik se tenait calmement à la table de la défense, son ordinateur portable ouvert et les câbles tendus vers l'écran de la salle d'audience. Dès que le juge entra et reprit son siège, le bruit s'apaisa. Il ne fit aucun discours, aucune explication. « Continuez, » dit le juge Albron d'une voix égale. « Vous avez 5 minutes. » Malik hocha légèrement la tête et se tourna vers l'écran. Il cliqua. Une vidéo granuleuse apparut. Il n'y avait pas de son, mais la clarté était suffisante. Les images provenaient d'un magasin du coin, en face de l'endroit où Jamari avait été interpellé. Sur la vidéo en noir et blanc, on voyait clairement le lampadaire, la voiture de police et 2 silhouettes. L'une, grande et carrée, était l'agent Buckley. L'autre, mince et immobile, était Jamari Pearson. Malik parle pendant la diffusion de la vidéo. Cette vidéo a été prise à 18h43, l'heure exacte indiquée dans le rapport de police. Mais si vous regardez bien, dit Malik en appuyant sur la barre d'espace pour mettre en pause, vous verrez l'agent Buckley pousser Jamari dans la voiture avant qu'il ne dise quoi que ce soit. Il avança la vidéo image par image. 10 secondes après la sortie de Jamari du véhicule, ses mains sont visibles, ouvertes, pas levées en signe d'agression, juste ouvertes. La salle d'audience se pencha collectivement en avant. Malik continua, calme mais concentré. Le rapport affirme que Jamari s'est élancé sur l'agent Buckley, mais cela montre que Buckley a pris contact. Le juge Albron plissa les yeux. « Où avez-vous trouvé cette vidéo ?» Malik leva les yeux. « Je l'ai demandé au gérant du magasin le soir de l'arrestation de Jamari. Je savais qu'ils avaient des caméras orientées vers la rue. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé et je lui ai demandé de m'en donner une copie. » Le banc des accusés s'agita, mal à l'aise. Le procureur adjoint Félix Dunn se leva brusquement. « Objection !» dit-il. « Ces images ne sont pas recevables. Le garçon n'est pas un avocat et les preuves n'ont pas été vérifiées selon la chaîne de possession appropriée. » Malik haussa légèrement la voix. « Cela a été téléchargé directement depuis le système de caméra du magasin, avec un fichier horodaté.
J'ai amené le gérant avec moi aujourd'hui pour vérifier. Il est dans le couloir. Vous pouvez l'appeler. La salle haleta à nouveau. Albron se tourna vers Dunn. Monsieur Dunn, à moins que vous n'ayez des raisons de croire que la vidéo est truquée ou non pertinente, votre objection est prématurée. Mais votre honneur... Rejeté, pour l'instant, dit Albron en insistant soigneusement sur ces mots. Il se tourna ensuite vers Malik. Vous pouvez continuer temporairement. Malik ne se réjouit pas. Il passa simplement à la séquence suivante. Voici les images de la caméra embarquée diffusée par le service. Remarquez que la vue est obstruée. On ne voit pas le contact physique. On entend juste des cris. Cela leur a permis de structurer le rapport d'une certaine manière. Il alterne entre les deux vidéos, la caméra embarquée et la caméra de sécurité. Mais en les synchronisant, dit Malik, on voit que Buckley a haussé le ton après avoir bousculé Jamari. C'est lui qui a créé le bruit après les violences. Même Albron se pencha en avant. Il n'y avait aucune tension dans le ton de Malik, aucune colère, juste de la clarté. Malik marqua une pause et leva les yeux. Mon frère n'a pas résisté, il a réagi. Il y a une différence. Un lourd silence s'ensuivit. Pendant 1 minute entière, personne ne parla. Les doigts du juge Albron tapotèrent lentement son bureau. Dunn s'assit, les lèvres pincées. Derrière Malik, Jamari baissa la tête, non pas par défaite, mais par incrédulité. Son jeune frère venait d'en dire plus en 10 minutes que son avocat commis d'office en 3 semaines. Le juge s'éclaircit la gorge. « Comment avez-vous appris à recouper des images comme ça ?» Malik hésita une seconde. « Je suis resté éveillé tard. J'ai regardé des tutoriels, j'ai lu des blogs techniques. Je n'ai pas beaucoup dormi. » Ses mains tremblaient légèrement, la pression commençant à se faire sentir, mais il garda une voix ferme. Le défenseur public n'a jamais demandé les images. Il a dit que ce n'était pas nécessaire, mais je savais que si personne ne les voyait, mon frère irait en prison. Félix Dunn se remua de nouveau, cette fois avec moins de confiance que de gêne. Albron observa Malik comme un homme cherchant à savoir s'il assistait à un miracle ou à une faille juridique qui se dévoilait sous ses yeux. Son marteau reposait silencieusement devant lui, intact. « Vous avez dit que le gérant du magasin était là ?» demanda le juge. « Oui, monsieur. Il s'appelle monsieur Callahan. Il attend dehors. » « Huissier, fit Albron d'un geste. Faites-le entrer. » Nolan hocha la tête et sortit précipitamment. Malik retourna à ses notes et les feuilleta jusqu'à une section intitulée « Faute d'agent ». Une nouvelle lueur s'alluma dans ses yeux. « Il y a autre chose, votre honneur. L'agent Buckley a reçu 5 plaintes de citoyens ces 2 dernières années. J'ai déposé une demande d'accès à l'information le mois dernier lorsque cela s'est produit. 2 d'entre elles concernaient un usage excessif de la force lors de contrôles routiers. L'une d'elles était sous scellé. Mais les 2 autres? Objection! Dunn bondit. C'est une preuve de moralité, complètement inappropriée. C'est une tendance, répondit Malik instantanément, regardant le juge droit dans les yeux. Et c'est pertinent. Le juge Albron ne répondit pas immédiatement. Nolan revint accompagné d'un homme grand d'une 60aine d'années, bourru, vêtu d'un polo gris. Il marchait lentement, mais hocha respectueusement la tête en direction du banc. « Dites votre nom, » ordonna le juge. « Henry Callahan. »« Et est-ce votre vidéo ?» demanda le juge en désignant l'image figée sur l'écran. « Oui, » répondit Callahan. « Je l'ai récupérée moi-même de notre système de sécurité après l'arrivée du gamin. Je n'ai rien changé. »« Merci. Vous pouvez vous retirer, pour l'instant. » Callahan hocha la tête et sortit discrètement. La salle d'audience vibra de nouveau. Albron se tourna vers Malik. « Vous n'avez pas le permis, vous n'avez pas l'âge de conduire, mais vous avez fait preuve d'une meilleure préparation ces 30 dernières minutes que je n'en ai vu dans cette salle depuis des années. » Malik ne sourit pas. « C'est parce que le système repose sur le fait que des gens comme moi ne sont pas préparés.
Ce n'était pas un mot de colère, juste un fait. Le juge Albron le fixa de nouveau, légèrement penché en avant. Vous pouvez poursuivre temporairement. Les portes de la salle d'audience 6 s'ouvrirent, et, pour la première fois depuis des années, tous les sièges étaient occupés avant même que le juge ne prenne ses fonctions. Les caméras étaient interdites à l'intérieur, mais cela n'empêcha pas les journalistes d'inonder le couloir de micros et de bloc-notes. Tout le monde avait entendu la même histoire. Un garçon de 12 ans faisait ce que les avocats chevronnés ne faisaient pas. Il ne se contentait pas de contester la thèse de l'accusation contre son frère. Il la démontait, morceau par morceau, avec rien d'autre que son intelligence, sa détermination et la vérité. Malik Pearson s'avança vers la table de la défense comme s'il y avait sa place. Il n'était plus seulement le petit frère en costume trop grand. Quelque chose en lui avait changé. Son dos était plus droit, son regard plus perçant, comme s'il avait franchi un point de non-retour. La salle d'audience vibrait toujours, mais elle vibrait d'une nouvelle énergie. Le respect. Jamari était assis derrière lui dans le fauteuil de l'accusé, les mains jointes, calme mais alerte. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis la veille, mais son silence n'était pas distant. Il était respectueux. Il savait ce que son jeune frère risquait simplement en se tenant ici. Et tout le monde aussi. Le juge Albron entra, sa robe flottant au vent, et la salle d'audience se leva d'un air uni. Il ne fronça plus les sourcils comme auparavant. Il ne haussa pas les sourcils, ni ne soupira. Il se contenta de regarder Malik, puis le dossier devant lui. « Reprenons, dit-il. L'accusation appela un témoin, mais le ton avait changé. Félix Dunn, qui autrefois se comportait avec supériorité et arrogance, jetait maintenant un coup d'œil à Malik de temps en temps. Comme un homme essayant de jouer au zé, il ne parlait ni avec bravade, ni avec rapidité. Il posa 3 questions, courtes, précises et impossibles à éluder. L'une révéla une contradiction dans la chronologie de l'arrestation. Une autre révéla que l'agent qui avait procédé à l'arrestation n'avait pas correctement enregistré les images de la caméra corporelle. La 3e question était calme, mais dévastatrice. « Vous avez dit que mon frère était combatif lorsqu'on l'abordait. À quoi ressemble combatif quand on a les mains le long du corps ?» L'agent hésita. « Eh bien, ce n'est pas seulement une question de langage corporel, c'est une question de ton. Il n'y avait pas d'audio dans le rapport. C'est exact. Alors, comment avez-vous conclu qu'il était agressif ? » Plus de questions. Malik s'assit. Pendant la pause de midi, le couloir se remplit à nouveau de journalistes. Malik les évita, se glissant dans un espace calme près de la cage d'escalier pour reprendre son souffle. Son cœur battait fort, ses paumes étaient froides. Malgré tout son sang-froid, le poids de ce qu'il faisait pesait lourdement sur ses épaules. C'est alors qu'il entendit la voix. « Tu es intelligent, mon garçon », dit un homme en costume gris, s'avançant dans le couloir comme s'il attendait ce moment. « Trop intelligent pour gâcher ta vie à courir après des victoires impossibles. » Malik se retourna, l'homme avait la 50aine, cheveux poivre et sel, cravate de luxe, un calme qui semblait calculé. « Je suis Nolan Vick, dit-il, conseiller juridique du département. » Les yeux de Malik se plissèrent. « Conseiller. Alors tu ne travaillas pas avec eux. Tu fais juste le ménage après eux ?» Vick rit doucement, s'agenouillant à la hauteur de Malik. Sa voix baissa. « Écoute, je ne suis pas là pour t'insulter. Tu es impressionnant. Et tu as déjà fait plus que ce que tout le monde attendait. Mais ça finira mal si tu vas trop loin. Je n'ai pas peur. Tu devrais. » La voix de Vick était presque douce. « L'agent que tu poursuis a des amis. Des vrais. Cette affaire passe au niveau fédéral. Tu n'es pas qu'une histoire. Tu es une cible. » Malik ne répondit pas. Vick se pencha plus près. « Partez maintenant, et votre frère aura une réduction de peine. La peine purgée, c'est une victoire. » Tranquille, propre, en sécurité. Les yeux de Malik ne clignèrent pas. « Tu as peur de ce que je vais trouver ensuite.
Vic se leva lentement. Son sourire s'effaça. « Alors j'espère que tu sais comment te protéger. » Cette nuit-là, Malik ne dormit pas. Il était assis à la table à manger, les dossiers judiciaires éparpillés autour de lui, un sandwich à moitié mangé écarté. Son ordinateur portable brillait à côté de lui. Chaque dossier, chaque plainte, chaque rapport ajoutait un fil à la toile qu'il tissait. Un nom revenait sans cesse. Le sergent Buckley. De nombreux citoyens avaient déposé plainte au fil des ans. Usage excessif de la force, intimidation, perquisition illégale. La plupart étaient remarqués sans fondement ou réglés à l'amiable. Mais un signalement se démarquait. Le plaignant était un homme nommé Darnell Ross. Malik a consulté les dossiers médicaux du comté, puis les documents judiciaires, et enfin un registre public des transactions civiles. Darnell Ross avait poursuivi le ministère en justice en 2017. L'affaire n'a jamais fait la une des journaux. L'affaire était close. Mais le dédommagement, Malik l'a trouvé enfoui dans des amendements budgétaires, était réel. Ross était désormais déclaré handicapé. Pas d'emploi, pas d'adresse, mais un numéro de téléphone lié à une résidence-service à l'est de la ville. Le lendemain matin, devant le tribunal, Malik s'y est rendu. L'infirmière à l'accueil a tenté de l'en empêcher, mais dès qu'il a mentionné le nom de Buckley, l'homme en fauteuil roulant au bout du couloir a crié « Faites entrer le garçon !» Darnell Ross avait la soixantaine, le regard vide et une longue cicatrice qui descendait le long du cou. Malik s'est présenté et a tout expliqué en moins de 2 minutes. Quand il eut fini, Darnell resta silencieux un long moment. Puis il demanda « Il est toujours en uniforme ?» « Oui. » Darnell serra la coudoir de sa chaise. « Il m'a menti. Il a dit que je l'avais agressé. Je sortais mes clés de ma poche. Il a cru à autre chose. Il m'a plaqué contre le béton. » Malik se pencha en avant. « Veux-tu témoigner ?» Darnell détourna le regard. « Personne ne m'a cru à l'époque. Pourquoi le ferait-il maintenant ?» Malik ne bougea pas. « Parce que cette fois, vous n'êtes pas seul. » Lorsque Darnell entra dans la salle d'audience cet après-midi-là, une onde de choc parcourut la galerie. Les gardes ne savaient pas qui il était. Buckley, lui, le savait. Son expression se figea. Sa posture assurée se raidit. Le juge Albron plissa les yeux. « Monsieur Ross, vous pouvez continuer. » La voix de Darnell était rauque mais forte. « C'est lui qui m'a brisé le dos. » Des exclamations de surprise retentirent. Jamari écarquilla les yeux. L'avocat de Buckley bondit, exigeant une suspension d'audience immédiate. Le chaos régnait dans la salle d'audience. Le juge Albron frappa de son marteau. « À l'ordre! Je maintiendrai l'ordre dans cette salle. » Même s'il luttait pour garder son sang-froid, son visage révéla la vérité. Il était bouleversé. Non seulement par le témoignage, mais aussi par le fait que ce garçon, cet enfant, avait découvert quelque chose que même les enquêteurs les plus expérimentés avaient manqué ou ignoré. Après la fin de la séance, Albron demanda à Malik de s'approcher du banc. L'huissier se tenait près de lui, tendu. Albron le regarda, vraiment, pour la première fois sans jugement, sans irritation. « Je vous ai sous-estimé, » dit le juge doucement. « Mais vous avez transformé ce procès en quelque chose de plus grand. » Malik se redressa. « La justice est toujours plus grande que la salle d'audience. » Et juste au moment où cet instant de compréhension semblait combler le fossé entre le garçon et le système qu'il combattait, Albron expira lentement, son expression changeant. « Il y a quelque chose que je dois dire officiellement, » dit-il en jetant un coup d'œil au sténographe. « Ce sera mon dernier jour à présider ce procès. » Une onde parcourut la salle comme une brise froide. « Mon fils, » dit Albron, la voix légèrement saccadée, a été défendu contre de fausses accusations par le même officier, le sergent Buckley. Des exclamations résonnèrent. Même Dunn parut abasourdi. « Il serait contraire à l'éthique, » poursuivit Albron, « de poursuivre, sachant que j'ai un lien personnel avec les actes en question. Par conséquent, je me récuse, avec effet immédiat. »
Le marteau retentit, et maintenant, le système allait être contraint de se juger lui-même. La salle d'audience semblait plus froide ce matin-là, non pas à cause de la température, mais à cause de ceux qui étaient assis derrière le banc. Le juge Vincent Calder ne ressemblait en rien au juge Albron. Plus jeune, rasé de près, le regard perçant et aucune tolérance pour le théâtre. Il ne leva pas les yeux de la pile de dossiers devant lui lorsque l'huissier rappela la salle à l'ordre. Il n'y avait ni chaleur, ni curiosité, juste de l'ordre et de la discipline. « L'audience est ouverte », annonça l'huissier. « L'honorable juge Calder préside. » Malik était assis tranquillement à la table de la défense, les doigts serrés sous la table. Il ne regarda pas la foule. Il ne regarda même pas Jean-Marie. Il fixait simplement droit devant lui, attendant. Le juge Calder ajusta ses lunettes et commença sa déclaration. Suite à la récusation du juge Albron, ce tribunal a examiné tous les documents soumis. Il est à craindre, dit-il, marquant une pause pour insister, que cette affaire ait pu être compromise par une procédure inappropriée et l'implication non autorisée d'un mineur. Malik serra les mâchoires, mais garda le silence. Félix Dunn ne perdit pas de temps. « Votre honneur, » dit Dunn en se levant du banc des procureurs. « Nous demandons respectueusement le rejet de toutes les pièces à conviction soumises par M. Malik Pearson. Bien que convaincante sur le plan émotionnel, aucune d'entre elles ne répond aux normes de preuve requises pour un procès pour crime. De plus, nous estimons que le procès lui-même doit être réexaminé en raison d'importantes violations de procédure. » Le juge Calder hocha lentement la tête, presque comme s'il était d'accord. Malik ouvrit son carnet en silence, se préparant. Mais avant que Calder puisse répondre, une voix s'éleva de l'allée latérale. « Votre honneur, puis-je être entendu ?» Tout le monde se retourna. Un homme vêtu d'un blazer en tweed se leva de la rangée des témoins. Il était accompagné de plusieurs jeunes hommes et femmes, tous en costume, carnet à la main, badge suspendu à des cordons autour du cou. « Dites votre nom et votre raison d'être, » dit Calder, les sourcils levés. « Professeur Lionel Harris, faculté de droit de l'université de Belle-Mère. Mes étudiants et moi-même avons observé ce procès. Nous sommes ici pour déposer un mémoire d'amicus curiae en soutien à la position procédurale de la défense. » Dunn ricana. « Votre honneur, c'est inapproprié. » Harris brandit un paquet de documents. « Nous soutenons que la participation de Malik Pearson relève d'une exception rarement invoquée, mais juridiquement valable au titre des dispositions d'urgence relatives à la défense des mineurs. Notre mémoire inclut des précédents de 3 autres États où des exceptions similaires ont été confirmées. Nous exhortons le tribunal à prendre en compte non seulement la source des preuves, mais aussi les preuves elles-mêmes. » Le juge Calder fronça les sourcils, visiblement pris au dépourvu. La salle d'audience vibra. Le professeur poursuivit. « Que M. Pearson soit titulaire d'un permis de conduire ou non est secondaire par rapport à la véracité des éléments présentés. Et dans une affaire de cette ampleur, où une faute grave a déjà été révélée, ignorer ces faits constituerait un manquement délibéré à la justice. » Malik surveillait chaque mot, non pas qu'il ne les comprenne pas, mais parce qu'il les comprenait. Ils utilisaient la loi pour le protéger, de la même manière qu'il avait tenté de protéger Jean-Marie. Le juge Calder tendit la main. L'huissier prit le dossier et le lui remit. Calder feuilleta les pages, les yeux plissés par la lecture des citations juridiques. Après plusieurs minutes de silence, il mit le mémoire de côté. Le tribunal prend acte du mémoire soumis par le professeur Harris et ses étudiants. Bien que je me garde de créer un précédent, je reconnais que cette affaire a outrepassé les limites de la procédure standard. Malik inspira. Par conséquent, poursuivit Calder, les preuves resteront à l'étude. Et nous allons passer aux plaidoiries. Il n'y eut aucune acclamation, juste un silence stupéfait. Malik se leva. Il ne toucha pas à son ordinateur portable cette fois. Il n'utilisa ni le projecteur ni la vidéo. Il se tenait juste derrière la table, le regard droit devant lui, la voix posée. « Je ne suis pas censé être ici, » commença-t-il. « Je le sais.
Je ne suis qu'un enfant, mais la vérité n'est pas compliquée. Mon frère a été blessé par quelqu'un qui l'a déjà fait, et ceux qui étaient censés nous protéger ont essayé de le cacher. » Il baissa les yeux, puis les releva vers le juge. Si je n'avais rien dit, ce n'aurait été qu'une affaire de plus. Une autre personne oubliée. Les règles comptent. Mais les gens aussi. On peut faire comme si les règles comptaient plus que les gens, ou on peut faire ce qui est juste. Il s'assit. Même les journalistes restèrent silencieux pendant quelques secondes. Félix Dunn se leva, plus petit que d'habitude. Sa plaidoirie était soignée, clinique et technique, mais elle n'eut pas d'impact. Ni après ce que la salle d'audience avait vu, ni après celui qui la leur avait montré. Puis, l'attente commença. Le juge Calder emporta toutes les preuves dans son cabinet. La salle d'audience se vida dans le couloir, où des voix chuchotaient, des caméras cliquaient, et où les yeux scrutaient chaque mouvement de Malik. Il s'assit sur les marches du palais de justice, Jamari à ses côtés. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Les heures passèrent. Lorsque la salle d'audience reprit, il n'y avait plus de place. Calder entra, le visage indéchiffrable. Ce tribunal a examiné les preuves présentées, y compris les images de surveillance, les anomalies des caméras embarquées, les témoignages et les documents complémentaires concernant la conduite de l'agent Buckley. Après mûre réflexion, le tribunal statue comme suit. Malik retint son souffle. Toutes les accusations portées contre Jamari Pearson sont rejetées avec préjudice. L'agent Buckley sera renvoyé devant un tribunal fédéral. La salle s'est effondrée. Les gens ont applaudi, pleuré, se sont serrés dans les bras. Mais Malik est resté assis, immobile. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas souri. Il a simplement refermé son carnet, lentement, comme si un chapitre se terminait. Le juge Calder adressa un dernier regard à Malik. Ce n'était pas de la chaleur, mais ce n'était pas non plus de la froideur. C'était du respect. 2 semaines plus tard, Malik était assis à la même table à manger où tout avait commencé. Cette fois, elle n'était pas couverte de notes juridiques. Elle contenait une simple enveloppe. À l'intérieur se trouvait une invitation officielle d'une nouvelle initiative juridique à but non lucratif appelée Projet Pearson, financée par un donateur privé qui avait suivi le procès du début à la fin. L'organisation visait à donner aux jeunes l'accès à des ressources juridiques, en particulier dans les communautés défavorisées. Malik avait été nommé son premier conseiller honoraire. Le lendemain, un journaliste local l'interviewait pour un reportage. « Vous avez fait un sacré parcours », lui a dit le journaliste. « Alors, que voulez-vous faire plus tard ?» Malik n'a pas hésité. Il a regardé droit dans la caméra, d'une voix douce mais ferme. Un juge qui n'attend pas qu'il soit trop tard pour écouter.